Pour un généalogiste, ces données, elles permettent de situer une famille dans son environnement économique, social, à une date précise. Un recensement, c'est une image d'une composition familiale à un instant T. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Racines et récits. Parmi les nombreux documents que nous consultons en salle de lecture ou confortablement installés devant notre ordinateur, il en est un que nous sommes amenés à décrypter quasi systématiquement. Il comporte de nombreuses informations dont la principale est de nous renseigner sur la composition d'une famille. Vous l'avez deviné, nous allons échanger sur le recensement. J'ai invité pour cela Stéphanie Couturier, généalogiste professionnelle, membre de l'U-Projet et rompue à l'exercice, non seulement derrière le micro, mais aussi devant les pages de registre. Et une habituée de notre rendez-vous, car je crois que c'est la 3e intervention de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et récits. Ma première question porte sur la nature même des recensements. Depuis combien de temps existent-ils et quel est leur objectif ? Je crois savoir qu'ils existent depuis l'Antiquité, mais dans une période plus moderne, tu vas nous raconter tout ça. Oui, merci déjà à toi Stéphane pour cette nouvelle invitation. Alors, pour répondre à ta question, je te propose un petit voyage dans le temps. Je prends. Alors, on y va. Donc, on pourrait s'arrêter à l'an 0 pour le plus connu des recensements qui a été mandaté par César Auguste. Pourquoi c'est le plus connu ? Parce que c'est le recensement qui est cité dans la Bible. Et plus précisément dans les évangiles de Saint Luc, lorsque Marie et Joseph partent pour Bethléem pour mettre au monde Jésus. Mais il en existe de plus anciens, bien plus anciens d'ailleurs. Alors, je remonte un petit peu dans le temps, aux alentours de 1923, Giuseppe Botti II, parce qu'il y en a eu 2, évidemment, a identifié au musée de Turin des fragments de parchemin égyptien sur lesquels était recensée la population du village de Deir el-Médine. Ce village est un petit peu particulier en Égypte puisqu'il s'agit du village d'artisans qui était destiné à construire les tombes royales. Donc ces recensements s'étendent sur la 19e et 20e dynastie, Ramsès II à Ramsès XI, pour pouvoir situer. Pour l'auditeur lambda, 1280 à 1050 avant Jésus-Christ à peu près. Donc dire qu'ils sont vieux, ça serait vraiment un euphémisme pour le coup. Mais ils n'ont pas été indexés sur Philae encore, ceux-là. Non, je crois pas. Si on redescend un petit peu dans le temps et qu'on se rapproche un peu plus près de nous géographiquement parlant, en France, il y a eu divers dénombrements de population qui ont été réalisés. En 1328, il y a eu le recensement des paroisses et feux de bailliage et sénéchaussées de France qui comptabilisaient ce qu'on appelait les feux fiscaux, donc les foyers. C'est de là d'où vient l'expression. Sous l'Ancien Régime, avec l'enquête nationale décidée par Colbert en 1664, qui incluait le dénombrement des paroisses, des feux, donc toujours les foyers, et des personnes imposables âgées de plus de 8 ans, ça commençait bonne heure. Alors il en existe d'autres sous la Révolution, l'Empire et la Restauration, comme celui sous le Consulat en 1801, le premier recensement général de la population tel que les généalogistes le connaissent aujourd'hui et qui s'inscrit dans une logique d'administration territoriale et de rationalisation statistique héritée de la Révolution. Et enfin, à partir de 1836, le recensement devient quinquennal dans la plupart des communes françaises et c'est le rythme qui sera maintenu jusqu'en 2002. Pour répondre à ta seconde question, rien de tel que la définition du dictionnaire. Le recensement, ça signifie passer en revue, dénombrer. Et dénombrer quoi ? Eh bien, la population, évidemment, mais aussi les richesses foncières, les capacités fiscales et militaires. Merci pour ces éléments très précis, Stéphanie, mais pourrais-tu nous préciser les informations que l'on trouve généralement dans ces fameux recensements ? Peut-être pourrais-tu nous donner un exemple sur une période récente ? Oui, bien sûr. Il faut tout d'abord comprendre que les informations varient selon les périodes. À partir du milieu du 19e siècle, les recensements français mentionnent généralement l'état civil, donc le nom, le prénom, puis l'âge ou l'année de naissance, le lieu de naissance, la profession, le lien avec le chef de ménage, femme de, fils de, la nationalité, notamment à partir de la fin du 19e siècle, et puis la situation matrimoniale.
Et au XXe siècle, eh bien, les informations se précisent un peu plus. On trouve parfois l'employeur, la position professionnelle, voire les indications sur les absents, les militaires, les pensionnaires, les domestiques. Et pour exemple, lors d'une réalisation d'un dossier biographique pour un client, son aïeul n'apparaissait pas sur le recensement de 1896 alors qu'il était âgé de 13 ans et qu'il aurait dû figurer au sein du foyer familial. Et en consultant le recensement du village jouxtant la commune natale de ce jeune homme, eh bien, je l'ai retrouvé en qualité de domestique chez un voisin de ses parents, donc à peine 700 mètres de chez lui. Et ça a permis en fait de comprendre qu'à cette date, le jeune garçon de 13 ans, il travaillait proche de chez lui pour aider sa famille. Ça peut aussi soulever d'autres questions, hein, bien entendu. Mais pour un généalogiste, ces données, elles permettent de situer une famille dans son environnement économique, social, à une date précise. Un recensement, c'est une image d'une composition familiale à un instant T. C'est extrêmement précieux pour les généalogistes, mais ces données, elles doivent être croisées avec d'autres sources. Alors, que peux-tu dire sur les fiabilités des informations présentées? Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des approximations, par exemple? Oui, la fiabilité, elle est globalement bonne, mais elle n'est pas absolue. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent générer des approximations. La déclaration orale par le chef de ménage, l'approximation des âges, souvent on a un écart entre 1 à 3 ans. Il y a aussi les erreurs de transcription par l'agent recenseur, la francisation ou l'altération des noms étrangers, l'omission volontaire ou non d'un individu, et puis la transcription des surnoms ou des prénoms secondaires plutôt que l'état civil. Donc le recensement, ça reste un outil de confirmation et de contextualisation. Il ne remplace pas un acte d'état civil, mais permet de soulever des doutes, notamment s'il existe des homonymies. Et je le répète, il faut croiser avec l'état civil, les registres matricules, les actes notariés, les archives fiscales, enfin toute archive nominative que vous pouvez posséder. Alors, j'ai dit en introduction que c'était un bon outil pour reconstituer une famille. Le confirmes-tu? Et puis, peut-être que ça permet aussi de comprendre leur mode de vie. Oui, absolument. Le recensement, ça permet de reconstituer la composition d'un ménage à une date donnée, de repérer des enfants décédés entre deux recensements, d'identifier des ascendants vivants au foyer, de repérer des collatéraux, des domestiques, des pensionnaires, d'observer les mobilités géographiques aussi. Souvent, c'est très, très intéressant. C'est aussi un outil qui est précieux pour obtenir un niveau de vie, les professions, la présence de domestiques, le nombre de pièces, notamment à partir du XXe siècle. Sur certains formulaires, on a cette chance-là. Et puis, ça apporte évidemment une dimension sociale que l'état civil ne donne pas. Alors, question pratique, Stéphanie, où est-ce qu'on peut trouver ces recensements? Et jusqu'à quelle date peut-on les consulter? J'imagine qu'on les trouve quasiment tous en ligne maintenant, mais tu vas nous confirmer ça? Oui, 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 bien sûr. Alors, les recensements, ils sont conservés aux archives départementales en série 6M, puis potentiellement en série W pour les plus récents. Et puis, pour les recensements de la Révolution à la Restauration, s'ils sont conservés, ils le sont en série L ou M aux archives départementales et en série F aux archives municipales. Donc, en ligne, effectivement, la majorité des départements français ont numérisé leur recensement jusqu'en 1936. Parfois, on a la chance de les avoir jusqu'en 1946. En salle de lecture, les recensements postérieurs sont soumis au délai de communicabilité de 75 ans pour les documents qui comportent des données personnelles. C'est le Code du patrimoine. Il y a d'autres questions qui me viennent à l'esprit, qui est celle de l'étendue de ce document. Parfois, surtout lorsqu'on recherche sur une grande ville, comment faire pour trouver la bonne page? Est-ce qu'il y a un classement particulier, alphabétique? Comment on fait? Ah, si seulement il y avait un ordre alphabétique des noms, ça serait génial, mais non, désolé, c'est pas le cas. Mais on a d'autres méthodes de travail. Alors tout d'abord, il y a certaines archives départementales qui ont indexé leur recensement et qui permettent une recherche nominative. Donc ça, c'est génial. D'autres sont en cours. Certaines font même appel aux utilisateurs des archives pour participer à l'indexation. Je vous encourage à y participer d'ailleurs. Et si cela n'est pas le cas, que vous n'avez aucun élément, eh bien, la patience est une vertu. Vous devez compulser chaque page du recensement. Si vous avez la chance de connaître l'adresse ou au moins le quartier, on peut s'aider aussi d'un plan de l'époque. Voilà. Et puis, ce qui va vous permettre de cibler votre recherche. Dans les campagnes, les recensements sont peu fournis. Donc, on peut consulter page par page en sachant que la première colonne d'un recensement nous donne le nom de la rue ou du lieu-dit. Ça nous permet de nous focaliser sur une recherche du lieu avant de chercher le nom de la personne, de la famille qu'on recherche. Et dans les grandes villes, la recherche peut paraître un peu plus complexe, mais les sites des archives départementales permettent souvent de réaliser des recherches par entonnoir. Donc je m'explique, on choisit tout d'abord la commune, puis le quartier ou la section, voire la rue, et le document s'affiche directement sur la bonne page et on n'a plus qu'à chercher le nom de l'intéressé.
Et ensuite, dans certaines grandes villes comme Paris notamment, il faut se méfier des découpages administratifs qui varient beaucoup selon les périodes, ce qui impose d'avoir quand même une bonne connaissance du contexte urbain. Alors, les grandes plateformes en France, Philae ou Généanet, ont mis en place des indexations de recensement. Peux-tu nous dire si ces indexations sont fiables et si elles constituent un vrai plus? Bon, je pense que oui, mais tu vas nous le confirmer. Oui, 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 tout à fait. Les plateformes comme Philae, Géanet ou Ancestry proposent des indexations qui sont malheureusement partielles encore pour l'instant, mais voilà, le travail avance. Et ces outils, c'est vraiment un gain de temps considérable, c'est vrai. Mais je vous invite tout de même à consulter le recensement sur les archives, sur le site, pardon, des archives départementales, parce que malheureusement, ces indexations, elles peuvent parfois comporter des erreurs de lecture, des noms mal écrits, mal numérisés ou absents, des patronymes étrangers qui sont particulièrement touchés aussi par la retranscription erronée. Et un résultat négatif sur une base indexée, ça signifie jamais une absence réelle. Donc, encore une fois, hein, la méthode, elle doit rester rigoureuse. Donc, utilisez l'indexation comme point d'entrée, vérifiez systématiquement l'image d'origine, élargissez la recherche par l'adresse si c'est nécessaire. Et encore une fois, je vous invite à croiser vos sources. Alors, en conclusion, est-ce qu'il y a un âge d'or du recensement? Est-ce qu'il y a une période pour laquelle il est vraiment indispensable? Oui, pour la recherche généalogique, la période de 1836-1936 est particulièrement riche. Pourquoi? Eh bien, parce que les informations sont plus détaillées, les recensements sont réguliers, tous les 5 ans, je le rappelle. Les données sur la profession et le lieu de naissance sont systématiques. Et la France, elle connaît une forte mobilité, donc ça permet vraiment de suivre les familles. Et pour les recherches sur l'immigration, la période 1881-1936, elle est particulièrement précieuse en raison des mentions de nationalité. Voilà. En revanche, avant 1836, les données sont un peu plus sommaires. Donc oui, on peut parler de véritable âge d'or documentaire entre la seconde moitié du 19e siècle et l'entre-deux-guerres. Stéphanie, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits, et je précise le nom de ton site, le Vieux Hibou, qui permet de découvrir l'étendue de ton offre et de ton talent. Merci Stéphanie. Merci à toi Stéphane et merci à Le Projet bien sûr. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 4. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est animé par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 6 mars. À bientôt et merci de votre fidélité.